RMC, le grand oral des grandes gueules. Avec Maître Randall Schwerdorfer, bonjour. Bonjour Monsieur Marchal. Avocat de Jonathan Daval, le 30 janvier, en fait, la France a découvert devant les caméras de télévision, venir avec votre associé, votre consoeur, révéler les aveux de Jonathan Daval. C'est lui qui a donc tué Alexia, je reprends vos propres termes à l'époque, occasionné la mort de son épouse de façon accidentelle. Elle avait une personnalité écrasante, ce qui derrière a valu un tollé de réactions, et notamment de la ministre Madame Schiappa. Est-ce que vous regrettez cette sortie et la manière dont vous avez géré l'annonce médiatique des aveux de votre client? Je regrette rien. Je regrette rien, même si des choses ont été mal dites, même si des choses ont été mal faites. Nous avons géré avec mon associé Maître Spatafora une garde à vue inconnue. Nous avons l'habitude des dossiers criminels, mais cette garde à vue était exceptionnelle. Pourquoi était-elle exceptionnelle? Parce que dès le début de la garde à vue, il y a une violation manifeste du secret de l'instruction. Tous les éléments de preuve des 11h du matin, premier jour de la garde à vue, sont dans le journal Le Point. À 19h, les derniers éléments de preuve objectifs sont dans le journal Le Parisien. Et les journalistes le savent. Et donc, on va communiquer sur des éléments, en principe secrets, qui sont déjà connus. Et qui sont, je l'avais déjà dit, des preuves accablantes. Alors, vous avez raison. Peut-être que des choses ont été mal faites. Peut-être que des choses ont été mal dites. J'en suis conscient. Mais au moment où nous gérons dans l'instant. Rien n'est écrit, vous comprenez? Donc, on fait spontanément ce qu'on pense être dans l'intérêt de Jonathan, dans l'intérêt aussi de la famille d'Alexia, parce qu'il fallait annoncer ses aveux, et ça nous paraissait le bon moment. J'ai conscience aussi qu'on n'a pas respecté certains usages, pas loi, mais certains usages, notamment comme celui de laisser l'initiative des déclarations au procureur de la République. C'est un choix, et j'assume ce choix. Le procureur Roux Morizot, elle avait un peu mauvaise ensuite. Elle l'avait très mauvaise, elle a eu l'air très en colère. Je suis pas là pour faire plaisir à Madame Roux Morizot. Peu importe, moi j'ai mon métier d'avocat, j'assure la défense de Jonathan, et c'est tout ce qui m'intéresse. C'est pas les états d'âme du procureur de la République. Mais c'est-à-dire que, est-ce que vous pensez avoir été maladroit dans la forme? Vous avez vous-même employé le mot de maladroit parce que trop de pression, et vous n'avez pas su gérer la pression, Maître Schwerdorfer? On n'est pas équipé pour ça. Moi j'ai fait l'école d'avocat, j'ai fait la fac de droit, je sais pas gérer 80 journalistes, je vous le dis. Je n'ai pas les codes en termes de communication. Certains journalistes bienveillants m'ont parlé, m'ont expliqué des choses. Si à l'époque on m'avait dit certaines choses, j'aurais évité certaines erreurs. Après, je ne vais pas renier mes erreurs, parce que je vous dis, on a dû improviser. Tout a été improvisé. Et simplement, on a fait ce qu'on a pu vraiment uniquement dans l'intérêt de Jonathan, ce que certaines personnes n'ont pas compris. Mais vous avez raison, on a été maladroit. Je pose simplement la question, est-ce qu'on est à une époque où on a encore le droit d'être maladroit? C'est-à-dire quand on est sur un dossier criminel, c'est la maladresse passe mal, surtout quand elle est en direct à la télévision, quoi. Et vous savez, l'affaire Maëlys, l'affaire Daval, c'est le cap d'un nouveau traitement des affaires criminelles. C'est exceptionnel d'être suivi minute par minute au cours d'une garde à vue. Moi, je n'avais jamais vu ça. On a des commentateurs qui commandent comme un match de football, immédiatement, dans l'instant, ce que vous venez de dire, de faire, et c'est très compliqué à gérer. D'habitude, on n'est absolument pas suivi comme ça. On a le temps de la réflexion, y compris pour la communication. Là, nous n'avions le temps de rien. On est pris dans l'instant, et constamment dans l'instant. Et vous-même, commentateur de l'information, vous êtes dans l'instant et réagissez dans l'instant. Aujourd'hui, on peut enfin avoir un petit peu de réflexion, mais il faudra une vraie réflexion sur la place et la position des avocats, sur la position aussi des médias dans le traitement de ce type d'affaires. C'est très exceptionnel ce qui s'est passé. Je veux dire, rien ne vous oblige, pardon, Maître Schwerdorfer. Oui. Vous pouviez très bien faire une déclaration liminaire, 3 lignes. Or, on vous a vu déjà un peu expliquer ce qui s'était passé, dire que vous vouliez humaniser votre client, que ce n'était peut-être pas le salaud que l'on présentait, quoi. Donc on s'est dit, tiens, c'est la plaidoirie commence devant les caméras de télévision, quoi. Oui, c'est vrai. Mais alors, Maître Soulez-Larivière l'a très bien dit dans le JDD. Il a expliqué qu'effectivement, l'opinion publique est fondamentale dans un dossier criminel. Vous vivez dans une société d'opinion, ça ne vous a pas échappé? Ça m'avait échappé à un moment, mais effectivement, ça m'a rattrapé. On vit dans une société d'opinion avec des journalistes d'opinion, et chacun a une opinion sur tout. Y compris les avocats, si vous me permettez, Maître, ce qui est frappant... Enfin, beaucoup de vos collègues. Je comprends votre naïveté, à la rigueur, je la trouve touchante et même rafraîchissante, parce que ce serait bien qu'en effet, on puisse laisser la justice se réaliser à l'abri des murs des médias. Enfin, la violation du secret de l'instruction, pardon, il n'y a pas une affaire criminelle au cours des dernières années où on n'ait pas retrouvé des éléments de rapport de police
dans la presse. Enfin, comment pouvait-on imaginer que dans votre cas, ce serait différent? Je le pensais. Moi, j'ai été, je vous le dis, complètement atterré à 11h du matin quand j'ai découvert... Non mais attendez, il y a violation du secret de l'instruction et violation du secret de l'instruction. Les 4 éléments de preuve accablants dont on n'a jamais eu connaissance à 11h du matin sont dans la presse. Vous n'en aviez pas eu connaissance? J'en ai connaissance en lisant Le Point. C'est quand même fort. Et après, je ne sais pas, c'est très compliqué de gérer la garde à vue. Moi, je viens de voir Jonathan Daval, je lui dis tout va bien, il n'y a pas de difficulté. À 11h, je sors, je vois les journalistes, je leur explique que je pense que Jonathan va sortir au bout de 48 heures. Je vois mon associé me dit regarde Le Point, on a un problème. Et effectivement, je vois tous les éléments de preuve. Écrit dans Le Point à ce moment-là. Le drap, le tracker, le voisin, les pneus, les empreintes de pneus, il y a tout. Et je suis absolument pas au courant de ça. Donc effectivement, notre communication va être totalement conditionnée par ce qu'on a lu dans la presse. Je vais tenter de vous dire, c'est vous qui avez mal fait votre boulot d'avocat. C'est-à-dire que vous n'avez pas recueilli suffisamment d'éléments auprès de votre client ou auprès des gendarmes qui menaient l'enquête. Non, parce que les gendarmes ou qui que ce soit ont été plus prompts à sortir des éléments d'enquête aux journalistes pour leur donner des infos. Et vous êtes resté en dehors. Donc là, il y a peut-être une faute de votre part. Mais bien sûr que non, on n'a pas à les avoir. Juridiquement, ces éléments-là ne nous sont communiqués qu'au moment de la mise en examen, à la fin des 48 heures. Moi, je connais parfaitement mon dossier jusqu'à la découverte du corps, la scène de crime, et c'est tout ce que j'ai dans le dossier. Vous êtes avocat, vous n'êtes pas enquêteur, c'est ce qu'il faut dire. Exactement, voilà. Comment... Merci. Excusez-moi, c'est exactement ça. Comment vous devenez l'avocat de Jonathan, justement? C'est ma première question. Et j'aimerais savoir, il y a un moment, quand vous devenez son avocat, vous lui dites les yeux dans les yeux, dites-moi la vérité, j'ai besoin de savoir si c'est une conversation que vous avez eue ou pas? Je crois qu'on est les derniers à qui on dit la vérité en général. J'attends pas d'un client qu'il me dise la vérité. Je suis pas là non plus pour croire quelqu'un. Je suis là pour assumer sa défense, et c'est moi qui dispose de sa défense. C'est-à-dire que si je décide à un moment qu'on doit plaider coupable, j'impose qu'on plaide coupable. Si la personne que je défends n'est pas d'accord, je quitte sa défense. Mais il faut bien comprendre qu'un dossier criminel, il n'est pas figé. Vous pouvez avoir une position à l'instant X qui consiste à nier, et puis pour plein de raisons, vous pouvez changer votre version des faits. Je ne vais pas vous lâcher ou vous laisser tomber à cause de ça. Jonathan avait le plus besoin d'un avocat qui parle au moment où il fait ses aveux. Parce qu'effectivement, c'était le moment où il allait passer de victime je ne donnerai pas les qualificatifs que j'ai vus, mais j'avais sous-estimé aussi la vindicte populaire à l'encontre de Jonathan. Et je comprends quelque part qu'elle s'applique un peu à moi, et les termes impropres que j'ai utilisés n'ont fait que renforcer ce sentiment. C'est parce qu'on est quand même sur une affaire qui est bouleversante. D'abord, il y a une victime, une femme qui a été tuée, une famille qui est dans l'émotion, qui est dans le chagrin parce qu'elle a perdu sa fille, une autre famille parce qu'elle découvre que son fils est aussi un meurtrier présumé, puisque rappelons que pour le moment qu'il n'a pas été jugé et condamné, il est présumé innocent. Mais on a vu un homme qui pleurait toutes les larmes de son corps à l'enterrement de la propre femme, dont il a avoué ensuite, quelques jours plus tard, le meurtre. Et vous-même avez été abusé, même si l'avocat que vous êtes n'est pas dans la recherche de la vérité, puisque vous avez confié vous-même que vous aviez eu un dernier entretien avec Jonathan Daval en disant « Maintenant, dites-moi, quoi ». Moi, j'étais persuadé qu'il n'était pas du tout impliqué dans les faits, mais ça, c'est mon sentiment personnel, c'est pas le professionnel qui parle. Après, ce que vous dites sur toute cette partie qui va peser lourd dans le procès, le mensonge, les pleurs, l'enterrement, les marches blanches, moi, je pense, mais là, on n'est plus dans le métier d'avocat, mais je pense qu'un homme peut avoir commis les faits qu'a commis Jonathan, les regretter profondément, pleurer sur lui, pleurer sur son épouse et aimer toujours son épouse. C'est très complexe et tout ça, ça fera l'objet bien évidemment de débats avec des psychiatres et des psychologues. Sur ma question précédente, vous le vivez parce que là vous avez l'attitude du professionnel, vous rationalisez, mais humainement vous vous êtes senti trahi. Est-ce qu'à un moment ça vous est passé par l'esprit de dire mais je défends pas un type qui s'est fichu de moi pendant tout ce temps-là, quoi. On y pense à ça, une ordure. Mais c'est mon métier. Moi, c'était plus sur le sentiment de trahison, parce que moi, je vous le dis juste. J'ai compris, mais juste pour pas vous apparaître, vous poser une question. Je vous ai défendu ici face à Marlène Schiappa. Je vous ai défendu en disant que c'était votre droit absolu d'adopter la stratégie que vous vouliez. Mais ma question, c'est plus sur le sentiment personnel de trahison. Est-ce qu'on est encore bien placé pour défendre un type, ou au fond de soi, on peut l'avoir mauvaise quand même aussi, quoi. Vous êtes fait manipuler aussi. J'ai absolument pas ce sentiment parce que je n'attends rien d'une personne que je défends. C'est lui qui attend tout de moi. C'est très différent. Et pour répondre à votre question, Monsieur Marchal, moi, si le diable me demandait de le défendre, je le défendrais volontiers. C'est mon métier. Je l'ai choisi. Ça s'est pas fait par hasard. Lorsque vous êtes allé le voir, et que vous l'avez dit maintenant, Jonathan, c'est le moment. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est ce que vous avez raconté. Oui. C'est là où il s'est
effondré et qu'il a parlé. C'est lui qui décide. Vous comprenez, moi les mots, ou les mots de mon associé Maître Spatafora, qui est beaucoup plus douce que moi quand elle s'exprime, effectivement c'est lui qui a le déclic ou qui l'a pas. C'est-à-dire que c'est lui qui décide de parler. Et je peux vous assurer qu'à ce moment-là, la question se pose aussi de parler pour donner une réponse à la famille d'Alexia. Je vous rappelle quand même que la famille, les parents d'Alexia étaient très proches, c'est quasiment filial le lien qu'ils avaient avec Jonathan, mais Jonathan lui-même était quasiment le fils adoptif des parents d'Alexia. Et il y a un conflit de loyauté terrible, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et puis surtout, en tombant le masque, cette vérité terrible qui va être destructrice pour la famille. Suite du grand oral avec vous, Maître Schwerdorfer, dans un instant, avocat Jonathan Daval. Des questions de Joël Dagosseri, de Pascal Perry, bien sûr. À tout de suite. Et c'est l'avocat Maître Randall Schwerdorfer qui est avec nous, avocat de Jonathan Daval, dans ce grand oral des GG avec Sylvain, avec Pascal. Et question de Joël Dagosseri. Je voulais savoir à quel moment vous pensez que votre défense, puisque vous prenez la défense de votre client, dessert votre client. Est-ce que alors il y a l'opinion publique, mais il y a aussi les juges. Est-ce que la défense médiatique, en tout cas comme vous l'avez faite, peut avoir un impact sur la perception que le juge peut avoir de l'affaire ? Non. Le juge d'instruction est très hermétique à tout ce qui se passe en termes d'opinion publique. Il instruit un dossier, il a l'habitude d'instruire les dossiers criminels. Le procès d'assises, puisque ma défense sera efficiente lorsqu'il y aura le procès d'assises, interviendra d'ici 18 mois à 2 ans. Nous allons affiner notre communication. Le public, l'opinion publique aura aussi sa réflexion, il aura eu le temps de réfléchir, il y aura du recul, on ne sera plus dans l'instant. Et effectivement, on ne peut pas dire qu'une communication dessert. Ce serait totalement faux. Mais la communication est importante parce que les jurés d'assises qui vont siéger à Vesoul, à la cour d'assises de Vesoul, seront tirés au sort le moment venu, 18 mois, 2 ans. Ouais. Voilà. Ils sont issus de la société. Ont vécu l'affaire, bien sûr. C'est pour ça que... La société civile, et c'est eux qui vont juger. Ils seront 6 contre 3 magistrats professionnels. Et ces jurés auront connu l'affaire depuis le début, depuis la marche blanche, la découverte du corps d'Alexia. Et c'est ces gens-là qu'on essaye de toucher et de faire réfléchir un petit peu différemment. Si les avocats de Jonathan ne le font pas, qui va le faire ? Oui, mais je prolonge la question de Joël. La starification des avocats. Vous voyez bien qu'il y a aujourd'hui une espèce de mise en évidence du rôle des uns et des autres. Enfin, chacun cherche à se montrer, alors que c'est totalement contraire à la déontologie. On ne peut pas se faire de publicité dans ce métier. D'accord. Ouais, non, c'est la règle. C'est toujours la règle déontologique. Il n'y a pas de panneau 4 sur 3. Mais en revanche, sur les plateaux de télévision, la starification, est-ce que ça ne fait pas peser un danger sur les droits de la défense ? Mais vous savez, moi j'ai l'impression, alors j'ai entendu que j'étais un jeune avocat, j'en suis ravi. Ça fait 18 ans que je fais ce métier, des dossiers médiatiques, j'en ai eu plein. Pas de ce niveau-là, bien sûr, mais régionaux, nationaux. J'ai vu Monsieur Morandini qui s'étonnait de savoir qui j'étais. S'il regarde ses émissions crime, j'ai tourné 8 documentaires dans crime. Je vais passer d'en fait entrer l'accusé le 2 mars. C'est vraiment votre... Bon, j'ai déjà, on va dire, une connaissance du monde médiatique, mais rationnelle. Là, c'était surréaliste. Après, une starification, moi, j'ai pas l'impression de me stariser. Je participe à un processus médiatique et j'accepte le processus médiatique. Donc aujourd'hui, le processus médiatique, avant même le procès, s'intègre dans une stratégie de défense. Ça, c'est clair. Eh bien, c'est un symptôme. Oui, c'est ça, effectivement. Et c'est nouveau. Et c'est complètement nouveau, et donc on est très maladroit. Pas très juridique, non, mais attendez, parce que c'est non, mais il n'y a pas que le droit. La cour d'assises, c'est plus complexe que le droit. Pardonnez-moi, mais c'est pervers. Oui. Parce que vous vous projetez dans le procès d'ici 18 mois, dans 2 ans, en disant vous-même, aujourd'hui, je suis dans une stratégie de défense où je vais parler de mon client, je vais parler de l'affaire. Je me souviens de l'expression que vous avez employée qui était humanisée aussi, Jonathan Daval. Mais vous aurez peut-être dans les jurés d'assises à ce moment-là, quelqu'un qui vous aura vu aujourd'hui sur RMC numéro 23 et qui dira « Ah tiens, je vais lui montrer, tiens, s'il m'a instrumentalisé Schwerdorfer, là, maintenant. S'il m'a blousé, là, pendant 2 ans, là. Tu vas voir le Daval, combien, quand on va poser les questions ensuite dans le secret de la délibération, ce qu'il va prendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être pervers aussi, ça. Je vais répondre à vos questions. D'abord, vous savez très bien que j'ai hésité à venir sur le plateau. Oui. Donc, la starification, je recherche pas, malgré ce qui a été écrit. Non, je parle de la stratégie, là. Forcément, les caméras. Deuxièmement, mais je n'ai rien contre. Deuxièmement, la stratégie, il y a toujours une stratégie dans un procès.
nuancer, c'est pas forcément... Stratégie ne veut pas dire instrumentaliser. Je ne vais pas tricher avec les jurés de la cour d'assises. On aura un procès de 5 jours, et je peux vous assurer que si vous n'êtes pas loyal, si vous n'êtes pas transparent dans votre travail, dans une cour d'assises, c'est contre-productif. Que j'ai pu agacer des gens, par exemple, qui m'auront vu, ou que certains aient vis-à-vis de moi un a priori. C'est dans l'ordre des choses. Je ne peux pas l'empêcher. Mais j'aurai 5 jours de cour d'assises, de travail avec Jonathan et mon associé, avec des éléments factuels, des éléments psychologiques, des éléments psychiatriques, qui vont me permettre, je pense, de faire une défense utile et efficace. Mais sans entrer dans trop de détails de stratégie, parce qu'on a compris que c'est dans longtemps, il y a une difficulté quand même pour vous qui est liée à la nature de votre emploi. Est-ce qu'on peut défendre sans attaquer ? Parce que les premiers morceaux que vous avez laissés transparaître, c'est que finalement, pour défendre Jonathan, il fallait quand même un peu attaquer. C'est difficile, ça. C'est très juste ce que vous dites. Même humainement. Ouais. Pour défendre, il faut aussi attaquer. Et il y a un moment où on va bien être obligé On l'a vu avec Maître Dupond-Moretti, hein, c'est compliqué. C'est compliqué, mais... Avec la médiatisation dont vous parliez. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut accepter aussi que l'avocat prenne des coups, et je l'accepte. Et Joël Dagosseri. Et qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance qu'il y a maintenant autour de ceux qu'on qualifie de monstres? Alors, il y a les terroristes, et puis il y a les personnes qui tuent leurs enfants. Ou Jonathan Daval est-il un monstre? Et on commence à leur refuser même la défense. Enfin, j'ai l'impression comment est-ce que ça complique pas votre travail? C'était vos observations, je crois, sur le précédent plateau de la défense de Jonathan Daval était scandaleuse. Le droit à un avocat, c'est un droit élémentaire. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Et l'avocat et la défense de l'avocat sont pas forcément là pour plaire. Ni à l'opinion publique, ni au procureur de la République, ni aux médias. Il faut simplement l'accepter. Donc, vous parlez de starisation des avocats, je vous parle aussi, entre parenthèses, de victimisation des avocats. On prend des coups, et des coups sérieux. Mais on l'assume, c'est notre métier. Voilà. Et comment vous gérez mentalement, justement, parce que là vous êtes sur une affaire hyper médiatique qui doit vous obséder, parce que et pourtant, je vais le dire vulgairement, il faut faire un peu tourner la boutique. Vous avez d'autres, enfin j'imagine, vous avez j'ai des associés remarquables. Vous en avez vu une à la télévision avec moi. J'en ai d'autres. J'ai un grand équilibre familial, une épouse très solide, des enfants. Vous n'êtes pas exclusivement sur cette affaire. Non, je suis pas exclusif. D'abord, je gère beaucoup d'affaires, pas que celle-ci. Demain, je suis aux assises dans une autre affaire. Mais je n'ai pas que cette affaire-là, bien sûr. Erdorfer, on en est pour le moment, le dossier Daval, il n'est pas bouclé. Non, on a des aveux partiels pour le moment, parce qu'il a reconnu avoir tué Alexia, son épouse, de manière accidentelle. Elle avait, paraît-il, une personnalité écrasante pour lui, mais on ne sait toujours pas ensuite ce qui s'est passé, notamment pourquoi est-ce qu'il y a une partie du corps qui est calcinée. Donc là, il ne vous a pas parlé encore. Bien sûr que non, mais il faut bien comprendre une chose, Maître Florent l'a très bien dit, la vérité, et la vérité judiciaire, c'est pas quelque chose qui se fait en 3 minutes ou 30 minutes d'audition, ça prend du temps. Et Jonathan, il lui a fallu 3 mois pour parler. 3 mois pour sortir du déni dans lequel il était. Oui. On est au début d'un processus de vérité, on n'en est pas à la fin. Il faut que les médias acceptent aussi ce temps judiciaire qui n'est pas le temps médiatique. On ne peut pas et on ne répondra pas aujourd'hui à toutes les questions que l'opinion se pose. C'est pas possible. Il faut accepter qu'il y ait du temps qui se passe pour que ça se fasse dans un certain délai. La fin de ce processus sera le procès. Et même jusqu'au procès. Oui. Tout peut changer. On le voit dans certaines affaires. Il peut revenir sur ses aveux aussi. Il peut aussi revenir sur ses aveux. Tout est possible. Un avocat doit constamment aussi s'adapter. Un procès n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui évolue constamment. Il vous a expliqué pourquoi? Il vous a dit pourquoi il avait pris la parole à la Marche Blanche? Il vous en a parlé ça? Alors ça, il m'en a parlé en me disant que lui ne souhaitait pas prendre la parole, mais que les parents d'Alexia estimaient que c'était important, que c'était fondamental. Je vais vous dire une chose, M. Marchal, j'ai pas l'habitude de mentir ou de tricher. 15 jours avant que Jonathan Daval soit interpellé, j'ai reçu une multitude d'appels de journalistes nationaux, je les critique pas, mais qui me demandaient tous des interviews de Jonathan Daval. Tout le monde savait qu'il allait avoir une garde à vue, qu'elle allait tomber très prochainement. Hein. Il y a eu l'erreur de l'Est républicain qui avait mis en ligne l'annonce du placement en garde à vue de Jonathan 10 jours avant. Et ces journalistes me disaient, on veut l'interroger parce que, vous comprenez, ça va devenir un cold case, vous comprenez, s'il ne parle pas, on va plus s'intéresser à l'affaire. Ils savaient tous très bien que c'était lui le premier suspect, il y avait déjà des fuites, et que effectivement il y aurait des chances que ce soit lui. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait voir Jonathan Daval pleurer sur son épouse, demander la vérité, et puis là on aurait eu un clash médiatique phénoménal. Il y a ça aussi. Alors voilà, je parle pas de manipulation médiatique, mais
vous faites aussi un business. Et j'ai vu dans le Tube, par exemple, c'était très intéressant, les chiffres de BFM, une dame expliquait que les chiffres sont multipliés par 2 ou par 3 en termes d'audience. Mais je l'accepte, tout ça, c'est normal. Moi, le travail des journalistes, cette affaire est hors norme, de par la personnalité. Pardonnez-moi, j'emploie l'expression aussi à dessein, l'adjectif qualificatif perverse, aussi de l'accusé, de celui qui a avoué le meurtre. C'est-à-dire que il y a une dame, il y a Alexia Daval qui est assassinée. Ensuite, celui qui devient son meurtrier ou qui reconnaît son meurtre prend la parole à la marche blanche auprès des parents. C'est ce qui donne un retentissement. Patrick Henry, au moment de l'affaire, on se souvient, qui dit les assassins d'enfants, il faut les guillotiner. C'était lui derrière. L'affaire Fiona aussi, avec sa mère qui dit rendez-moi ma fille et c'est moi. Voilà, ce sont les meurtriers eux-mêmes qui donnent le retentissement aussi à l'affaire. Ça, vous avez tout à fait raison. Ça, vous avez tout à fait raison là-dessus. Mais je pense que d'un autre côté, les médias sont plutôt friands de ce type de comportement, si vous voulez. Parce que derrière, malgré tout, il y a de l'audience, et une audience qui est énorme. Parce que ça passionne les gens. Le crime a toujours passionné. Il y a 200 ans, les journaux étaient remplis de faits divers et de crimes. On a l'impression, aujourd'hui, il y a une sorte d'hypocrisie. Bien sûr que le crime passionne. Bien sûr que le crime fait de l'audience. Bien sûr que le crime intéresse. Donc, je crois qu'il faut l'accepter, et je pense qu'il faut plutôt réfléchir sur comment on peut travailler ensemble, comment on doit travailler ensemble. Faut-il travailler ensemble ? Ou faut-il travailler ensemble ? Moi, je pose d'abord cette question parce que je vois quand même une dérive dans les pratiques. De plus en plus, la justice se fait à ciel ouvert, alors qu'elle devrait être protégée, elle devrait être, de mon point de vue, sanctuarisée. La fonction de l'autorité judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, autorité judiciaire, c'est pas un pouvoir, c'est l'indépendance. Il faut pas que les frontières soient poreuses. À défaut, évidemment, les droits de la défense, les grands principes, l'instruction à charge et à décharge sont abolis. Non, mais attendez, c'est peu ça, mais à charge et à décharge, oui, mais pardon, quand on a des avocats, je pensais pas à vous, mais certains de vos confrères utilisent les plateaux de télévision comme des leviers de pouvoir dans une situation de rapport de force avec le juge, qu'il s'agisse du juge d'instruction ou du juge final qui tranche le dossier. Les éléments des enquêtes de police se retrouvent dans la presse. Je vois quand même de plus en plus la justice s'éloigner de la quête de la vérité. Enfin, c'est quand même un tout petit peu inquiétant, non ? Monsieur Dorfer. La justice cherche une vérité judiciaire. La justice ne peut jamais connaître la vérité. Ce sont deux choses différentes. Pour répondre aussi à votre question, on ne peut pas nier l'évolution de notre société. Les réseaux sociaux, les chaînes de télévision privées, etc. On ne peut pas le nier. Les chaînes d'information H24, ça n'existait pas de votre temps, ni de mon temps. J'ai découvert ça. Du mien, si. En tout cas, pas du mien quand j'avais 20 ans. C'est très récent. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et vous avez découvert une secrétaire d'État qui a réagi aussi immédiatement après que vous ayez parlé de la personnalité écrasante de la victime. Exactement. Juste avant ça, je voulais juste vous dire, moi je suis un partisan pour filmer les procès, comme aux États-Unis. Oui, parce que je trouve que effectivement le public doit savoir et doit tout savoir. La justice doit être publique. Voilà. Moi c'est. Et une ministre doit réagir après qu'un avocat ait pris la parole. Moi je pense que sur la forme, elle a été aussi maladroite que moi je l'ai été sur la forme quand j'annonce les aveux de Jonathan Daval. Je pense que sur le fond, ce qu'elle dit, personne ne pourra dire que c'est faux. Mais je pense que sur la forme, son intervention n'était pas adéquate, parce que effectivement l'exécutif ne doit pas se mêler du judiciaire. Mais je l'ai réécoutée après à froid. Elle dit des choses qui sont elle a tout à fait raison. Mais sans aller sur le fond du dossier, la forme est mauvaise. On a lu pas mal de choses sur Jonathan Daval, personnalité écrasante de sa femme. On a lu les mots comme homo. Il était impuissant. Je ne sais pas où vous avez lu le terme homo. Quelles sont les vérités dans ces histoires ? Je ne sais pas encore. Moi, j'accepte de ne pas tout savoir, mais les mots dont vous parlez sont parus le jeudi soir, d'après la garde à vue, pendant le plateau de Madame Rutel-Krief, où les SMS, manifestement, ont été passés à l'écran. Je les ai pas vus, Monsieur Marchal. Avec Maître Spataforan, on les a pas lus, ces SMS, pour l'instant. Je ne sais pas. On veut me faire dire des choses, je ne sais pas. On veut me faire parler de la sexualité de Jonathan Daval. Pour moi, il était avec Alexia, il est hétérosexuel, et c'est tout ce que je sais. Je ne sais pas. Je pense que certaines personnes spéculent et veulent déjà donner des éléments d'information qui sont des éléments trash. Et donc tous les deux se sont battus après ce dîner, et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont battus après le dîner familial. C'est une évidence, et c'est une évidence acquise pour les enquêteurs il y a plus de 2 mois.
D'accord. Il y a eu une rixe entre les deux. Qui en est à l'initiative? Des questions se poseront. Et simplement, comme je l'avais dit, mais en son temps, ce n'était pas audible, on ne fera l'économie ni de Jonathan, ni d'Alexia, ni du comportement de l'un, ni du comportement de l'autre. Et du coup, la question qui soit, est-ce que c'est lui qui a brûlé le corps? Je n'ai pas de réponse. C'est à lui à vous la fournir. Il n'a pas à me fournir de réponse, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Aux enquêteurs, mais vous n'excluez pas l'hypothèse d'un complice? Non, je pense que je n'exclus rien du tout en l'état. Et pas celle de l'hypothèse d'un complice. Non plus celle de l'hypothèse d'un complice. Votre conviction est qu'il a agi seul ou pas? Votre conviction? Je ne veux pas vous faire part de ma conviction. Je pense qu'un avocat n'a pas à avoir de conviction. Un tribunal doit avoir une conviction, mais pas un avocat. Et dans le traitement médiatique que vous avez suivi, vous avez eu des confrères qui ont eu la dent dure avec vous. Et bizarrement, il y a quelqu'un qui vous a tendu la main parmi les confrères, l'avocat des parents d'Alexia. Je ne dis pas de bêtises, c'est bien lui. Oui, on est bien d'accord. Oui, maître Jean-Marc Florent. Non, ça ne m'a pas surpris. Connaissant le niveau de Jean-Marc Florent, ça ne m'a pas surpris. On a l'habitude de s'affronter d'ailleurs dans les procès, ça ne m'a pas surpris. Non seulement il a cette élégance, mais c'est quand même quelqu'un d'un certain niveau. Joël, pardon. Après les critiques que j'ai eues de certains confrères, c'est pas grave, mais je pense qu'ils ont simplement oublié une chose, tous ces confrères qui nous accablaient, c'est que le rôle d'un avocat, c'est de défendre, c'est pas d'accuser. C'est le seul truc qui m'a un peu blessé, si vous voulez. Voilà. Joël, est-ce que votre carrière, je vais dire se joue, même si j'ai bien conscience que vous avez d'autres affaires, mais sur un procès comme celui-là, enfin en tout cas sur une affaire comme celle-là, qui est médiatique, je veux dire, quel est l'impact? Est-ce que vous pensez savoir quel impact ça a sur votre carrière, négativement ou positivement? Je vais être très clair avec vous. Moi, j'ai fait une centaine de dossiers criminels et j'ai eu 13 acquittements. Ma carrière, c'est le nombre d'acquittements que j'ai. Chaque fois que j'ai un acquittement, chaque fois qu'on gagne un gros procès, ça a un retentissement énorme en termes de clientèle. Être vu dans les médias, c'est bien. Ça conforte notamment vos clients quand ils vous voient parce qu'ils pensent que vous êtes reconnu. C'est tout ce que ça apporte. Mais c'est pas ça qui va m'apporter des affaires. Les affaires de notre cabinet et de tous les cabinets d'avocats et des pénalistes, c'est le succès que vous avez. Dupond-Moretti, s'il rate tous ses procès, il aura plus de clients, il aura beau s'agiter devant tous les plateaux, il en aura plus. Il a des clients parce qu'il a des acquittements et parce qu'il a des succès dans ses dossiers. Ma carrière à moi, elle se joue dans les tribunaux, elle se joue pas sur les plateaux de télévision. Et le succès, là, pour cette affaire, ça va être quoi? Parce que il va, à mon avis, enfin, je dis à mon avis, mais il risque de prendre de la prison, mais à partir de combien d'années? Vous mouillez pas là, mais... Non, mais je veux dire, mais alors, à partir de combien d'années de prison vous pensez que c'est un succès? La question est terrible, mais il y a une semaine encore, je vous aurais répondu tout de suite. Maintenant, je fais plus attention. Non, je vous dirais simplement, le succès dans cette affaire-là sera d'obtenir la requalification des faits d'homicide volontaire en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ça, pour moi, avocat, ce sera un succès. Après la peine... Infraction. Infraction paritaire intentionnelle. Infraction paritaire intentionnelle, dernière question, exactement. Maître Schwerdorfer, est-ce qu'il faudra dépayser le procès, à votre avis? Non. Je le ferai pas parce que je connais les cours d'assises, je connais Vesoul. Je pense que les jurés de Vesoul ont le droit de juger cette affaire, c'est élémentaire. Je leur fais confiance parce qu'ils sont passés par la haine, mais je pense que les citoyens sont assez équipés, assez éduqués pour à un moment faire la part des choses et je demanderai, moi, absolument pas le dépaysement de cette affaire. Merci, Maître Schwerdorfer, d'avoir accepté l'invitation DG, d'être venu parler en direct avec nous sur MC numéro 23. Merci, Maître Schwerdorfer.